Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on fera un point sur la clôture weekly de certaines cryptos et surtout on va préparer notre semaine de trading puisque on est dimanche, on a une semaine qui peut être assez chargée sur les annonces économiques, on va voir tout ça en détail et on verra bien sûr Bitcoin, Ether et certaines cryptos. Je commence par les annonces économiques. On a une semaine qui va être assez importante. Bon, déjà on a le PIB aux États-Unis qui va se dérouler mardi 14h30, qui peut potentiellement amener de la volatilité. Après bon, c'est la seconde estimation en général, c'est la première estimation qui est la plus importante, mais quand même. Et surtout, on va voir tout simplement le corps PCE. Le corps PCE vendredi 28 qui là aura un gros impact en fonction des résultats s'ils sont au-dessus ou en dessous des attentes, puisque je rappelle que le corps PCE joue un rôle très important sur la décision ici des taux d'intérêt par la Fed, où le prochain FOMC, le discours de Jérôme Powell et la décision sur les taux d'intérêt se passera dans 23 jours. Donc bon, de ce qui est attendu, on s'attend à pas de baisse des taux, alors 94% de chances de pas avoir de baisse des taux, bien sûr en fonction des chiffres, notamment le PCE ça peut évoluer, mais je pense qu'on s'attendra pour pas de baisse des taux ce 3 mars. Donc voilà sur les annonces économiques, la plus grosse journée, ça sera vendredi niveau volatilité. Alors, au niveau de Bitcoin, je commence par la clôture weekly. Pour moi, une clôture weekly assez neutre, mais qui nous montre toujours que on a un combat qui est en cours entre les acheteurs et les vendeurs, et on voit qu'on est tout simplement dans une phase ici de compression, qu'on continue à faire des creux, des sommets de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus haut. Si je me mets en daily, voilà, on est dans une compression ici entre deux niveaux, on est dans un range tout simplement qui a été défini depuis un moment, une extrémité haute vers les 98 000 $, une extrémité basse vers les 95 000 $. Donc on continue dans cette phase de faible volatilité. Je peux regarder ici le Bitcoin, on voit que avec notre indicateur ici qui nous permet de mesurer la volatilité, et ben on est toujours dans une faible volatilité. Que ça soit en daily, en 12 heures, si je regarde en 4 heures, on avait un regain de volatilité, mais globalement même en weekly, on a ici une baisse de la volatilité. Donc on n'est pas non plus sur des niveaux extrêmes comme on a pu connaître, mais on a cette baisse de la volatilité qui peut nous indiquer que, attention, si la volatilité revient, on peut s'attendre à un gros mouvement. Donc voilà, maintenant, au niveau de cette semaine, de quoi je m'attends, moi j'ai toujours ce short qui est en cours, que je vous ai montré dans la vidéo d'hier, que j'ai pris, entrée vers les 96 800 $. Pour moi, j'ai toujours un biais bearish sur le marché, surtout avec cette prise de liquidité. J'aurais pu rapidement switcher de biais et repasser bullish si on commençait à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Mais là, on a une grosse réaction vendeuse, prise de liquidité, ravalement baissier. En daily, on a un gros ravalement baissier. Donc bon, ça nous montre quand même que on a ici un marché qui ne trouve pas encore de direction claire. Maintenant, j'ai des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. J'ai un marché qui consolide et qui est précédé par quoi? Une structure de retournement ici, un top de marché. Donc quand je vois ici ce genre de contexte, ça m'invite à prendre des shorts et à toujours rester prudent. C'est pour ça que j'ai réduit mon exposition déjà il y a plusieurs semaines et je continue à avoir ce biais qui est je me méfie. Je suis pas 100% bear, ça y est, c'est la fin, faut tout vendre, mais je reste méfiant. Et le fait d'être méfiant, ça me permet de déjà avoir du cash qui est dispo, le fait d'avoir réduit mon exposition au cas où on a une chute qui est assez importante et qu'on retourne chercher des niveaux beaucoup plus bas. Et ça me permet aussi de travailler ce marché beaucoup plus sereinement, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait le test, quand vous avez du cash qui est dispo, vous avez une approche qui est beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus lucide. Quand on est 100% cash ou 100% crypto, on va être biaisé parce qu'automatiquement, on va être 100% bullish si vous êtes 100% crypto et vous allez absolument voir le marché qui monte. Quand on a une meilleure exposition, par exemple 60% crypto, 50% crypto entre votre portefeuille crypto cash, et ça vous permet tout simplement d'avoir une meilleure vision du marché, d'être plus honnête. Automatiquement, vous allez être beaucoup plus biaisé si vous êtes investi sur une crypto ou si vous êtes beaucoup plus investi dans votre exposition cash crypto. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus à l'aise que comme ça. J'étais beaucoup exposé sur les cryptos sur 2023-2024. Actuellement, on est dans un contexte où je préfère réduire mon exposition. Mais je ne suis pas borné. C'est-à-dire que si le marché me montre des signaux encourageants, s'il commence à casser des niveaux, je pourrais switch rapidement d'avis. Pour le moment, c'est pas le cas et je pense que je vais continuer de travailler ce marché à la baisse en fonction de comment bien sûr il évolue. On est quand même proche d'une résistance, 95 000 $. On voit, on l'a tapé une fois, on a réagi, on y revient une deuxième fois. Peut-être qu'on va ici structurer un W pour aller chercher l'extrémité haute, c'est tout à fait possible. Moi, je ne peux pas prédire ce que va faire le marché. C'est pour ça que quand je trade,
j'ai une entrée, un stop loss, un take profit, un risque qui est maîtrisé, c'est-à-dire je sais combien je gagne et je sais combien je perds, et après c'est le marché qui décide de la suite. Je n'ai pas entre les mains comment le marché évolue, c'est-à-dire que techniquement, si mon TP est fixe, mon stop loss est fixe, tout ce qui se passe à l'intérieur de cette zone, carrément, je peux le masquer. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera uniquement si mon stop loss est déclenché, uniquement si mon TP est déclenché. Là, je parle vraiment d'une personne qui ne fait pas de trade management. Moi, c'est mon cas. Je peux réduire mon exposition, l'augmenter en fonction de si j'ai des confirmations ou des invalidations, bien entendu. Mais une personne qui ne fait pas de trade management et qui a un stop loss qui est fixe et un TP qui est fixe, tout ce qui se passe entre ces deux bornes, il ne peut rien y faire. C'est le marché qui décide. Et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc voilà, on verra bien sûr les points pivots weekly qui se créent en fonction de la nouvelle semaine, puisqu'on a eu quand même des points pivots weekly très intéressants plutôt. Hop, si je me trompe pas d'indicateur. Et j'affiche les points pivots weekly cette semaine, parce qu'on a eu de très bons rebonds. On voit qu'on était chercher le point pivot weekly au niveau des 94 000 $. Bonne réaction acheteuse. Le point pivot weekly au niveau des 96 000 $, c'est un niveau qui a fait également office de résistance pas mal de fois. Et ensuite, on a rejeté au niveau de notre point pivot weekly 98 600 $. En fait, c'est des niveaux très pertinents qui sont suivis par les institutions, des niveaux vraiment pertinents qui sont calculés en fonction des niveaux de la veille. On voit que souvent, c'est des niveaux qui peuvent faire office de support ou de résistance, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc moi je préfère fonctionner comme ça, c'est-à-dire tracer très peu de choses sur mes charts. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de mauvais traçage ou autre, à part des gros niveaux de support ou de résistance qui sont flagrants comme ça. Mais en général, j'utilise des moyennes mobiles et des tunnels Vegas. Donc je vais garder un biais bearish sur le marché, je pense, cette semaine, sauf si on commence à s'installer au-dessus des 99 000 $. Surtout, comme je vous l'ai montré, on a ici un marché US qui a bien rejeté sur sa résistance, S&P, Nasdaq, voilà, on a bien rejeté ici sur des niveaux assez importants, que ça soit même le Dow. L'indice du dollar qui est sur support, ça m'indique que, attention, on a potentiellement un retournement qui est en train d'être fait sur la finance traditionnelle aux États-Unis, et ça aura de l'impact sur le marché des cryptos. Parce que oui, si on regarde comme ça, si je prends par exemple le Nasdaq, je compare avec le Bitcoin, on a ici une corrélation. On voit bien que quand on a un Nasdaq qui se porte bien, on a souvent des cryptos qui sont en hausse. On le voit bien pendant cette phase, de ce bottom là à ce top là, hop. On a l'exemple qui est concret. On a un Nasdaq qui est en hausse, des cryptos qui sont en hausse également. On voit que quand le Nasdaq ici top, et ben on a les cryptos qui top. Et même là, on voit que on a la finance traditionnelle qui baisse et on a les cryptos qui suivent. Donc on a vraiment une corrélation entre la finance traditionnelle et les cryptos. On voit bien le bottom sur les cryptos, on le pose pile poil quand le marché US pose un bottom. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse, et c'est pour ça que ça va confronter mon choix d'avoir ce trade qui est en cours et potentiellement de renforcer certaines positions. Si je regarde maintenant sur du court terme, le Bitcoin, on a, c'est assez flagrant, un cross des moyennes mobiles à la baisse. On a ici un 5 minutes pour le moment qui lead la tendance, c'est-à-dire qu'on a quand même un momentum qui est bien baissier. Ça, on peut le voir en 1 heure par exemple sur le MACD, c'est-à-dire il y a différents moyens de mesurer comme ça le momentum. Je peux le mesurer avec des moyennes mobiles en fonction de l'amplitude de ces moyennes mobiles. Je peux le mesurer ici sur un momentum. Vous voyez qu'on a comme ça un fort momentum, un fort pic sur le MACD, sur l'histogramme. Ça nous montre qu'on a un momentum fort, un flux qui est puissant. Et là, on est plutôt sur un flux vendeur. Donc pour le moment, plutôt ici un marché baissier. Maintenant, on est sur support. On revient chercher le précédent creux. Un précédent creux, c'est un niveau de support. Donc attention, c'est bien faire de la continuation de tendance, mais le plus important, c'est d'avoir un TP qui est réaliste. C'est-à-dire au moment où vous avez votre setup qui s'enclenche, vous devez voir si le TP qui est que vous mettez, il est réaliste et vous donne un bon risk reward. C'est-à-dire, admettons, j'ai un short qui s'enclenche ici. Je me dis que j'ai un stop loss au-dessus de ce niveau-là. Est-ce que mon TP pour avoir du 2 pour 1, 3 pour 1, il est réaliste? Quand je dis réaliste, c'est est-ce qu'il est compliqué à atteindre? Vous voyez que là, si je mets un risk reward de 2 pour 1, pour moi, c'est un TP qui est pas spécialement compliqué à atteindre. Par contre, admettons que j'ai ici un stop loss qui est beaucoup plus haut, et pour valider stop loss, je dois aller chercher un 2 pour 1. Vous voyez que ce TP, il est beaucoup plus difficile à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il me demande ici d'aller faire un creux plus bas que le précédent, et de casser un niveau de support. Ça, c'est quelque chose que vous devez surveiller quand vous tradez au quotidien. Vous fixez votre entrée, vous fixez votre stop loss. Votre stop loss, c'est votre zone d'invalidation, elle ne doit pas bouger. Votre TP, lui, peut plus facilement bouger que votre zone d'invalidation.
elle est fixe. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez défini votre entrée et votre zone d'invalidation, votre TP, vous devez voir si il est réaliste, c'est-à-dire que est-ce qu'il est compliqué à atteindre ou pas, et de deux, s'il vous donne un risk-reward intéressant. Voilà globalement pour le Bitcoin et le marché. Dans tous les cas, je vous ferai une update, comme je l'ai dit, de ce trade-là. Au niveau de Ether, Ether il pousse un peu plus que le Bitcoin. Et on voit que sur la paire ETH-BTC, on essaye de sortir de cette phase de latéralisation par le bas. On a potentiellement posé ici un bottom moyen terme, vu qu'on voit que on s'est affranchi du tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes également. On est dans le tunnel 4 heures. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir ici une confirmation de break de ce tunnel 4 heures, où dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la prochaine target qui est le tunnel 1 heure. Ça nous permettrait d'avoir ici un Ether qui surperforme le Bitcoin, chose qui n'a pas été le cas depuis un très long moment. Et on voit que Ether va y prendre l'avance sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, dans cette phase de latéralisation, il est dans un range, et il est plutôt baissier, alors qu'on a ici un Ether qui, lui, essaye de sortir de sa phase de latéralisation par le haut. Si je me mets en 4 heures, vous voyez que globalement, en daily, en clôture, c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, si je zoome et je prends ici notre range, on est plutôt ici sur l'extrémité haute. Donc pour le moment, on n'a pas une résolution concrète. On peut mettre ici un volume profile. Voilà, on voit que on essaye de sortir, on le réintègre, c'est timide. Pour moi, ça serait bien d'avoir une clôture concrète au-dessus des 2840, 2850 $. Si on fait quelque chose comme ça, ok, là, ça serait plutôt pas mal. Et la prochaine target sur Ether, ça serait les 3000 $. Pour le moment, Ether, je préfère patienter parce qu'il est quand même sur résistance. Par contre, si on commence à avoir un bon flux haussier, un bon momentum, et je vois que Ether est prêt à resurperformer Bitcoin, j'aurais pas de mal à faire de l'intraday, voire du swing, en faisant de la continuation de tendance et en cherchant des longues sur le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Voilà globalement mon avis sur Bitcoin et Ether. Au niveau des altcoins, on n'a pas spécialement des altcoins fortes qui sortent du lot encore cette semaine, donc difficile de faire de la continuation de tendance. Après ça dépend quel crypto. Comme tu dis, voilà, on a des cryptos comme Ohm qui sont fortes et qui continuent à être fortes, et c'est ce que je vous dis depuis un moment, cette crypto est très intéressante à trader pour faire de la continuation de tendance, parce que ces patterns sont globalement similaires. On a des phases de latéralisation, on break par le haut, et on voit à chaque fois plus 15, plus 20%. Je vous avais fait une update sur Ohm, il me semble, cette semaine. Je vous en avais fait une également la semaine dernière, où je vous disais que pour le moment, pour l'investissement long terme, c'est la pire crypto pour se positionner, parce que c'est impossible de se positionner sur une charte qui est aussi verticale. Par contre, pour trader la tendance, ça c'est parfait. Prenez les ranges dans des phases de compression qui sont précédées par des dynamiques qui sont haussières, ce qui est le cas pour chaque range ici, et c'est des opportunités tout simplement pour se positionner et pour viser le prolongement de notre tendance initiale. Et encore une fois, peut-être qu'on va rentrer dans un range. Certains vont dire c'est trop haut. Oui, pour l'investissement long terme, c'est trop haut, je l'entends. Par contre, pour du trading et pour accompagner cette tendance, il n'y a rien de trop. Votre but en trading, c'est pas spécialement d'acheter bas pour revendre haut. Vous pouvez bien sûr faire des profits en achetant haut pour revendre encore plus haut. Ce qui compte, c'est bien sûr d'avoir une zone d'invalidation. Si on commence à range et on clôture ce range par le bas, vaut mieux se barrer parce qu'on rentre potentiellement dans un retracement beaucoup plus important. Donc voilà, on a Ohm, j'en avais parlé hier, mais on a FTM également qui a bien rebondi et qui a break ses moyennes mobiles courtes, moyen et long terme. Donc ça, pour de la continuation de tendance, c'est pas mal. Les replis tunnel 15 minutes, si on repart ici, hop, tunnel 1 heure, sont également des bonnes opportunités d'achat pour faire de la continuation de tendance. Vous voyez qu'on est dans ce genre de configuration, c'est-à-dire qu'on a un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures. On voit bien que c'est un peu le même schéma qui se répète assez souvent. C'est d'un coup, on part, on a un fort momentum, les replis dans le 15 minutes, c'est intéressant pour se positionner. À un moment, on va le perdre, ce 15 minutes, parce que toute tendance s'essouffle. Vous voyez ici, on le tient, hop, on le perd. Souvent, quand on le perd, on vient se replier dans le tunnel 1 heure, comme on a eu ici, et comme on a, par exemple, ici, bref, plusieurs fois. Si on a un rebond, déjà c'est une bonne zone pour chercher des achats plutôt sur du court moyen terme. Là le 15 minutes c'est surtout sur du court terme, ici le 1 heure c'est sur du court moyen terme, et qu'on repart, pareil, le 15 minutes refait office de support. Si cette fois-ci on perd le 15 minutes, ok, on surveille le 1 heure, pas de réaction acheteuse dans le 1 heure, très bien, la prochaine zone ça sera le 4 heures. Et là on a à nouveau une réaction acheteuse. Voilà, globalement les moyennes mobiles vous permettent de faire de l'analyse multi-frame et prendre des décisions sur différentes unités de temps. Maintenant, si je regarde les clôtures weekly de certaines cryptos, on a des altcoins qui sont bien sûr mieux que d'autres. BNB, ça ne change pas. C'est une crypto qui est forte, qui a très bien rebondi tant qu'il se maintient au-dessus de ces 610 $. On va faire une revue assez, alors pas toutes les altcoins que j'ai ici, mais de certaines de la clôture weekly. Mais BNB, rien à signaler. Pour moi, on a une bonne clôture weekly
XRP, rien à signaler, on reste dans une dynamique qui est haussière, avec des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse, et on a une clôture weekly qui est correcte, neutre, hein, j'ai envie de dire, on n'est pas en train de break des niveaux de support. Solana, c'est un peu plus moche. Solana, c'est une crypto qui a été longtemps forte 2023, 2024 et même une partie de 2025. Mais là, elle nous fait une clôture qui est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que déjà, on break quand même un niveau de support assez important. Alors, la clôture pourrait être pire si vraiment on clôture sous les $160. Pour moi, ça serait assez moche. Mais là, déjà, si je trace un Fibo sur Solana, on est en train de perdre les 0,382 qui ont très longtemps fait office de support. Vous voyez ici, on a nos 0,382, c'est un niveau qui a longtemps tenu, même ici, vous voyez, 0,382, on rebondit dessus, ici 0,382, on rebondit dessus, c'est notre premier arrêt, hein, c'est ce qui nous permet de voir, ok, est-ce que la tendance long terme est tenue? Et là on voit que c'est un niveau qui est en train d'être break. Donc ça c'est moche, Solana, et ça nous montre que c'est plus spécialement la crypto forte du moment. Alors ça peut être une bonne zone pour prendre des profits, par exemple quelqu'un qui est rentré à 20, 30, 40 $, de clôturer une partie ici. Mais voilà, ne vous concentrez pas selon moi sur Solana, c'est une crypto qui est faible, à moins de réintégrer ici les 180, 190 $, ou pourquoi pas il pourrait y avoir un achat qui s'effectue. Pour le moment, c'est une crypto qui est faible et vaut mieux rester à l'écart. Si je regarde ADA, les dernières clôtures n'ont pas été terribles. On a validé ici une structure de top. On a essayé de réintégrer, mais on voit qu'on se fait rejeter. Même si on a rebondi sur ce niveau-là, pour moi ici, les clôtures sont pas terribles. Trump pas assez d'historique. AVAX, rien de spécial. On est toujours sur un niveau de support. On est sur une clôture qui est assez neutre. Dogecoin, c'est pas fameux dans le sens où on a ici une structure de top qui est très visible. On a ici en plus un pullback limite sur la ligne de coup, on a même rejeté un peu plus bas que la ligne de coup, ce qui nous témoigne d'une pression baissière, et là la clôture weekly nous témoigne d'une continuation de la baisse. Donc ouais, la charte elle est pas terrible. Vous voyez une différence entre BNB ici qui revient et qui rebondit sur un niveau de support, XRP qui est tout simplement sur une continuation de sa hausse, et un Dogecoin qui structure ici un top de marché. TRX, rien d'alarmant, on est toujours dans un range, mais globalement dans une tendance long terme qui reste haussière. On voit qu'à chaque fois qu'on pull back le tunnel daily, c'est une opportunité pour se positionner. Chainlink, j'en ai déjà parlé, des pressions de clôture, ils sont pas terribles, puisqu'on est repassé sous un niveau important, le niveau des $20. Pareil, structure de retournement, top de marché, et ça nous permet d'identifier quelles sont les cryptos fortes et quelles sont les cryptos moins fortes. Ici, voilà, du BNB, du XRP, ça reste fort, du Chainlink pour le moment, c'est plutôt faible, du Solana, c'est plutôt faible. Polkadot, on est revenu chercher un niveau de support, pour le moment on a une clôture weekly qui est neutre, mais on est sur un niveau de support. Toncoin, la charte elle est moche, j'en ai déjà parlé depuis un moment, mais cette bougie impulsive baissière nous montre qu'on a quand même une réaction vendeuse sur un niveau de support, on a la cassure d'une structure, et là on a de l'acceptation de cette structure. Pour moi, Toncoin, il y a de grandes chances qu'il consolide avant de repartir. Là en tout cas, on a quand même une structure de retournement, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. ICP, on est sur un niveau de support, donc rien d'alarmant, on n'a pas de cassure de niveau important, on est sur un niveau de support. SHIB, c'est pareil, on est sur un niveau de support. Bitcoin Cash, c'est pareil, on est sur un niveau de support. Litecoin, je vais un peu plus supprimer. Litecoin, il est sur résistance, lui, parce qu'on est ici bloqué dans un range. Donc une clôture weekly qui est encourageante, mais on est sur résistance. Donc compliqué de prendre des décisions d'achat sur une résistance. XLM, c'est pas fameux, c'est là où il faut zoomer, c'est-à-dire que en weekly, c'est vrai que on a quand même clôturé sous ce niveau-là. Maintenant, en daily, on est sur un niveau de support. Il y a une invalidation qui est simple, sur XLM, elle a été longtemps forte, mais si on commence à parvenir en daily sous les 30 centimes, pour moi, vaut mieux se barrer. On validerait ici une grosse pattern de retournement. ETC, on est sur support. Atom, on est sur support. Algo, c'est pas terrible, parce que là, on a une structure de top, pullback sur la ligne de coup, rejet. Donc maintenant, on arrive rapidement sur support, mais pour moi, je préférais attendre une structure pour potentiellement me positionner. STX, j'en ai parlé également depuis un moment, on a break ce gros niveau. Pour moi, on aura besoin de consolider avant de repartir. Donc c'est pas une crypto forte et je m'attends pas à une surperformance de STX par rapport aux autres cryptos. JUP, on est toujours sur un niveau de support. La clôture weekly reste encourageante parce qu'on a une prise de liquidité, réintégration. Donc pour moi, on est toujours bloqué ici entre deux bornes et on va chercher plutôt des achats sur l'extrémité basse. EGLD, on est également sur support. APT, on est également sur support. Optimism, on a
on est passé sous un niveau de support. Pour moi ici la charte elle est pas incroyable. Oui, on est quand même sur des niveaux bas, on est sur des niveaux de support, mais on a cassé la structure. Donc je suis beaucoup moins convaincu sur cette crypto que certaines d'autres. NIR, j'ai fait une analyse il y a pas longtemps. Je t'avais dit que le niveau à casser, il est ici pour potentiellement prendre un trade si on a cette pattern de retournement qui se valide. Au niveau de la clôture weekly, ouais, c'est pas pareil, c'est pas la charte la plus jolie tant qu'on n'a pas une réintégration. Parce que là, on peut partir du principe qu'on a break cette structure et qu'on a eu ici une pattern de distribution. VET, on est sur un niveau de support. On a quand même proposé ici une pattern de top. On le voit bien en close line, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Mais on est sur un gros niveau de support quand même. Donc ça à prendre en compte. FTM, on a bien rebondi, on est quand même sur résistance. Compliqué de se positionner là-dessus, mais pour de la continuation de tendance sur du court terme, il peut y avoir des opportunités. Bon, Kaspa, on a fait une réintégration, mais une réintégration quand même assez timide. Si je mets ici un volume profile, tac. Vous voyez qu'on est revenu chercher, d'un point de vue action du prix, on peut partir du principe qu'on a réintégré, mais si je mets ici un volume profile, on voit qu'on n'arrive pas à réintégrer la value area low. Donc typiquement, moi je veux une réintégration de la value area qui représente ici 70% du volume échangé pour vraiment repartir du principe qu'on a une vraie réintégration et on peut rechercher l'extrémité haute du range. Là pour le moment, je vois plutôt une structure en M qui a eu lieu avec une autre ligne de cookie ici, on a pullback et on se fait rejeter. On est toujours dans le tunnel daily, donc plutôt un niveau de support, et ça pour moi c'est un rebond en V-top qui aura des chances d'être retesté pour potentiellement structurer un M-top, mais en général les rebonds en M-top comme ça, en V-top, sont souvent retestés. INJ, on n'a pas une clôture incroyable, dans le sens où j'aurais aimé avoir une clôture beaucoup plus haute pour parler de réintégration et revenir chercher l'intérieur de notre range. Parce que là, voilà, on voit que notre value area low, c'est les $18. Faudrait repasser au-dessus des $18, réintégrer la value area pour espérer revenir chercher au moins notre extrémité haute. Pour le moment, on a des breaks et des rejets sur résistance, qui faisaient avant office de support. RB, on est sur support, mais pareil, pour moi, on est en train de perdre ce niveau-là. En tout cas, on n'a pas des clôtures rassurantes. Sei a très bien réagi quand même, on a rapidement réintégré, on a passé très peu de temps sous ce niveau-là. Maintenant, si je regarde en weekly, ouais, ça va, on a quand même une bonne clôture, on a une bonne clôture weekly, qui est beaucoup plus encourageante que certaines cryptos. Et certaines clôtures, comme ça, vous permet de voir quelles sont les cryptos fortes, quelles sont les cryptos faibles, quelles sont les cryptos qui sont encourageantes. Sur Tao, pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus des $340, c'est plutôt pas mal. AAVE, pour moi, c'est une crypto qui est devenue faible. Je vous en avais parlé à partir du moment où on est repassé sous les $280. Tant qu'on se maintient en dessous de ce niveau-là, je suis plutôt méfiant pour la suite. Hype, on est toujours bloqué entre deux ranges. Une clôture weekly baissière, mais on n'est pas non plus sur un ravalement. Si on avait clôturé sous les $22, je vous aurais dit ok, c'est pas terrible. Mais pour le moment, Hype fait du ping-pong entre la borne haute et entre la borne basse. Et Bera, beaucoup trop tôt pour parler de clôture weekly, mais c'est vrai que si on revient chercher ce niveau-là, c'est une zone intéressante pour potentiellement chercher des longues. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter de mon côté. Bien sûr, on fera un suivi du Bitcoin comme d'habitude, chaque semaine, chaque jour, on est présent pour faire une analyse, pour vous accompagner, vous transmettre de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle, je l'ai publié aujourd'hui, donc ceux qui s'inscrivent ne pourront pas en bénéficier, mais n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas rater les prochaines. Chaque dimanche, j'anime la Trader Letter, je vous envoie un mail 100% gratuit sur le trading, l'investissement, les cryptos, le mindset, la psychologie, des stratégies de trading, peu importe, mon but c'est de vous apporter de la valeur et des connaissances pour que vous soyez tout simplement meilleur. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et vous recevez chaque dimanche un mail bourré de valeur. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.